Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses pointues, des débats passionnants et des perspectives uniques sur les actualités politiques, sociales, économiques et culturelles. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Menace sur le Tchad. Pas de hasard. Merci à toi, Henriette Sagna. Pas de hasard à propos des menaces sur le Tchad. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de hasard à propos des menaces sur le Tchad? Bon, le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a pris une décision qui a surpris beaucoup de gens. Soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de gens au monde, sur cette terre-là, qui s'attendaient à ce que le fils du maréchal Idriss Déby Itno, aujourd'hui décédé, que ce fils se lève. Lui qui est issu de la même tradition politique que son père, formé par l'armée française, imposé à la tête du Tchad par l'armée et l'élite politique française. Son père en 1990 et lui en 2021. On ne s'attendait pas à Paris. Et je suis sûr que même les pires adversaires de Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad ne s'attendaient pas à ce que lui, Mahamat Idriss Déby Itno, se lève en plein jour et demande à l'armée française, c'est-à-dire à la parraine traditionnelle du régime politique tchadien, de plier bagage et d'aller chez elle. Je voudrais insister sur l'effet de surprise. Ils n'ont pas vu venir cela à Paris. La preuve, quelques jours avant, M. Jean-Marie Bockel, représentant spécial du chef de l'État français Emmanuel Macron en Afrique, avait donné sur tous les médias publics français une succession de conférences de presse dans lesquelles il a affirmé qu'il avait eu des garanties de la part du Gabon, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et relativement du Sénégal, que les bases militaires françaises dans ces pays respectifs seraient maintenues. Tout le monde a écouté, oui ou non, les propos de Jean-Marie Bockel. Ils n'ont pas vu venir. Le jour même où la décision devait être prise, dans leur condescendance, leur paternalisme, leur néocolonialisme indécrottable et même ontologique, ils n'ont même pas vu cela, puisque ce jour-là, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était en N'Djamena. Il était reçu par son homologue tchadien, le ministre Koulamala. Il était même amené visiter des bases militaires au Tchad, passer en revue des troupes tchadiennes et françaises, en compagnie de son homologue Koulamala. Il avait même été invité à rencontrer en audience le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Jean-Noël Barrot est reparti du Tchad en sachant que le dispositif militaire, les bases militaires françaises au Tchad étaient tranquilles, comme elles le seraient toujours, bien sûr, au Gabon et en Côte d'Ivoire, relativement aussi au Sénégal. Quand il remontait dans l'avion, il avait la paix dans l'âme, il était tranquille. J'insiste sur la surprise. Et chez les militaires, une action menée avec surprise est l'action qui a le plus de chances de réussite. Le fait qu'il les ait pris par surprise les oblige à démanteler maintenant, morceau par morceau, leur base militaire au Tchad. Parce qu'en fait, la tentative de résistance qu'on avait observée au Mali, elle s'est conclue par quand même le fait qu'ils ont fini par respecter la décision des autorités maliennes. Ils ont retiré les militaires français. Ils ont tenté de résister au Burkina. Qu'est-ce que ça a donné? Ils ont été obligés de retirer les militaires français. Ils ont tenté de résister au Niger. Là-bas même, ça a été ostentatoire avec l'ambassadeur
IT qui ne voulaient même pas quitter le territoire. Au final, ils sont toujours partis. Donc cette fois-ci, la leçon est bien rentrée. Dès que les autorités tchadiennes ont sorti ce joker, les autorités françaises ont compris que cette fois-ci, l'honneur consiste à partir le plus tôt possible. Mais même là, les autorités tchadiennes les ont encore surprises en indiquant le 31 janvier 2025 comme le dernier jour, délai de rigueur. Donc en leur demandant d'accélérer leur démantèlement. Il y a donc d'abord cet effet de surprise. Mais vous pouvez vous demander une fois de plus, mais pourquoi Idriss Déby Itno Mahamat, le nouvellement promu maréchal, pourquoi a-t-il fait cela? Quand il sait que le pouvoir de son père est dû amplement à la France, quand il sait que lui-même son propre pouvoir, on a vu le président Emmanuel Macron venir l'adouber le 21 avril 2021 à N'Djamena. Et l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs aujourd'hui je suis persécuté en France par le régime autocratique du président Macron, c'est parce que je fais partie de ceux qui avaient vertement critiqué ce soutien ostentatoire du président français à quelqu'un qui venait de faire un coup d'État au Tchad. À l'époque, c'était le général Mahamat Idriss Déby Itno. 3 ou 4 jours après la mort brutale de son père. Bon. Donc la question est la suivante. Si on enlève l'hypothèse qu'il est fou, car je ne pense pas que le président Mahamat Idriss Déby Itno soit fou, on est obligé de se dire il y a des raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Et j'ai déjà donné une conférence sur les raisons. J'ai donné cette conférence avant le discours du président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Dans cette conférence, j'avais identifié 5 raisons de sa décision. J'ai eu le bonheur de constater, je ne sais pas si c'est une coïncidence, ou ça vient du fait qu'il lui arrive d'écouter mes conférences, j'ai eu le bonheur de constater que les 5 raisons pour lesquelles il a rompu l'accord de coopération qui datait des années 70, accord de coopération militaire avec la France, que ces 5 raisons se sont retrouvées presque mot à mot dans le discours qu'il a prononcé pour entériner cette décision annoncée par son ministre des Affaires étrangères. Faut-il rappeler les raisons? Pêle-mêle. Première raison. Lorsque le Tchad a été violemment attaqué par les groupes terroristes, il a sollicité l'intervention de l'armée française présente sur son sol. Celle-ci a refusé. Le Tchad a donc par conséquent acté le fait qu'il ne pouvait pas compter sur l'armée française pour combattre les terroristes et que par conséquent, la présence de l'armée française sur son sol ne se justifiait plus. Première raison. Deuxième raison. Les ennuis du président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je l'appelle maréchal. Pourquoi moi j'accepte de l'appeler maréchal? Moi qui suis l'un de ses meilleurs critiques. On va en parler. Je sais que c'est une objection qui revient dans la bouche de beaucoup de mes frères tchadiens. Je vais expliquer pourquoi moi je l'appelle maréchal. Bon. La deuxième raison est donc le fait que il n'a pas digéré le fait que ses alliés français n'interviennent pas pour empêcher, au nom de la raison d'État française du moins, les poursuites judiciaires nombreuses qui sont tombées sur lui pour ses achats de costumes, pour les résidences familiales, pour les biens que la famille Déby possédait en France. Il a estimé que, en tant que chef de l'État tchadien, lui, il garantit les intérêts français et fait fermer les yeux même au peuple tchadien sur les intérêts français. Mais que la contrepartie n'existe pas. Si la France ne peut même pas faire fermer les yeux sur les biens que détiennent les Déby en France, mais ce n'est pas la peine de continuer à protéger les intérêts français au Tchad, alors qu'on ne peut même pas protéger la villa des Déby, les voitures des Déby, on ne peut même pas protéger leurs achats de vestes et même leurs achats de dessous. Si on ne peut pas protéger ça, ça ne sert à rien. Donc la deuxième raison, c'est le fait qu'il n'a pas vu la partie française lui garantir l'arrêt des poursuites qu'il estime en rupture avec le principe de la raison d'État, le principe diplomatique des intérêts vitaux respectifs. Ça, c'est la deuxième raison. Vous vous souvenez, j'avais dit ça, oui ou non? Troisième raison. La troisième raison est en rapport avec la politique intérieure tchadienne. Le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas beaucoup aimé
le fait qu'il ait été mis presque sur un même pied d'égalité, à un moment donné, avec celui qui est devenu brièvement son premier ministre, Succès Masra. Il n'a pas aimé cela. Il s'est rendu compte à un moment donné que Succès Masra était utilisé pour l'affaiblir. Et que lui, il était utilisé pour affaiblir Succès Masra, le tout afin de renforcer l'emprise du maître français sur le Tchad. Il n'a pas aimé qu'on le force à nommer Succès Masra Premier ministre. Voilà pourquoi il s'est empressé de le rouler dans la farine, de le littéralement pulvériser aux élections, et ensuite de le chasser de la primature comme un malpropre, allant même jusqu'à lui enlever le passeport diplomatique qu'il aurait pu lui laisser, en vertu de ses avantages d'ancien Premier ministre. Ça, c'est la troisième raison. Mahamat Idriss Déby Itno a très peu goûté le fait que, à un moment donné, les politiques français et les politiques américains se comportaient avec Succès Masra comme si celui-ci était un coprésident de la République du Tchad, comme si on était dans un bicéphalisme républicain. Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas beaucoup aimé ça. C'est la troisième raison. Donc, quand j'ai lu son livre de Bédouin à président et que j'ai vu les paragraphes, alors que Succès Masra était encore son premier ministre, j'ai vu les paragraphes, mais acrimonieux, qu'il a écrit contre Succès Masra, à qui d'ailleurs il a dédicacé le livre. Succès Masra recevant le livre avec un grand sourire. Dans le livre, il accusait Masra de lui avoir fait forcer la main par la France, les États-Unis et le Congo-Kinshasa pour être nommé Premier ministre. Il l'accusait d'avoir jeté dans la rue ses partisans au mois d'octobre 2023, oui, au mois d'octobre 2023, pour provoquer un bain de sang dans l'espoir que cela le fasse chuter. C'est écrit dans le livre. Le livre est là, de Bédouin à président, c'est dans la maison ici. Après avoir procédé à une critique extrêmement caustique du livre de Masra, j'avais fait strictement une critique, mais extrêmement radicale, du livre du président Mahamat Idriss Déby Itno. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez, oui ou non? Parce que l'homme avance et il laisse des traces. Mais j'avais constaté que c'était un marché de dupes. L'accord de Kinshasa, c'était à qui trompe mieux. C'était attends, tu vas voir. On aurait pu renommer. Aujourd'hui, on peut réécrire l'accord de Kinshasa. On peut lui donner un nouveau nom. On peut l'appeler attends, tu vas voir. Ce n'était pas un accord donnant-donnant. Ce n'était pas un accord gagnant-gagnant. Ce n'était pas un accord équitable. C'était un accord attends, tu vas voir. Tu vas voir comment je vais te faire. Et Masra pensait que c'est lui qui allait faire. Kaka, comme les Tchadiens l'appellent, lui aussi il savait que c'est lui qui va faire. Chacun calculait son camarade. Et le premier qui a eu l'occasion de faire l'autre, il lui a mis 3-0. J'ai compté 3-0. D'abord, la réappropriation de l'accord de Kinshasa pour mettre le Premier ministre dans les dossiers les plus difficiles de la République et montrer qu'il est un incapable. Ça, le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a été très fort pour ça. L'amener même à s'associer aux décisions les plus terribles du président Mahamat Idriss Déby Itno, comme par exemple l'élimination de Yaya Dilo Djeroumbéti. J'espère que vous avez vu. Vous avez vu l'art avec lequel Mahamat Idriss Déby Itno a fait porter la co-responsabilité de l'élimination de Yaya Dilo par lui et son premier ministre. Puisque celui-ci a pondu un communiqué de soutien aux forces de sécurité qui venaient d'éliminer Yaya Dilo Djeroumbéti. La responsabilité de la mort de cet homme, qui devra être placé au cœur de la réconciliation tchadienne, incombe autant au président Mahamat Idriss Déby Itno qu'au Premier ministre. Au Premier ministre d'alors, qui s'appelait ni plus ni moins que Succès Masra. Les deux ont fait union pour que Yaya Dilo disparaisse. Et on a le communiqué. On a le communiqué de Masra se rangeant du côté des forces de sécurité qui venaient d'éliminer Yaya Dilo. Et par la suite, quand il s'est vu que, il s'est rendu compte qu'il s'est fait griller par Mahamat Idriss Déby Itno et essayant de s'en distancier, c'était trop tard. Il avait déjà pris fait et cause pour la répression. Et c'était bien le but de l'acceptation de le nommer comme Premier ministre. Le très rusé tacticien et stratège Mahamat Idriss Déby Itno voulait que Masra se mouille. Que Masra vienne lui-même mettre les mains dans le cambouis de la politique au sens sale du terme. Une fois que Masra aurait fini de se
mettre les mains dans le cambouis de la politique sale, il pourrait le déposer sans avoir la moindre émeute. C'est ce qu'il a fait. Quand il a déposé Masra, il y a eu quelle mobilisation? Il y a eu quelle colère? Les gens ont compris que ce n'est pas la peine de risquer leur vie pour un type qui est prêt à renier ses principes pour un poste. Donc, en fait, voilà le 1-0 qu'il a marqué contre Masra. Et puis, il est passé à 2-0. Quand il a enlevé du poste de Premier ministre et qu'il a nommé quelqu'un d'autre, il a tout fait pour montrer que même ses avantages d'ancien Premier ministre, il n'a plus. Voilà comment lui a été retiré, entre autres, le fameux passeport diplomatique. Ça, c'est 2-0. 3-0, c'est ce qui vient de se passer. Un sujet sur lequel Masra semblait avoir pris de l'avance, puisque Masra avait théorisé l'idée que les forces françaises étaient des sans domicile fixe en Afrique. Il était allé un peu en avant sur ce thème-là, pour tourner en ironie, en dérision, les forces françaises, en disant que vraiment elles étaient à plaindre, qu'il avait pitié des forces françaises qui ne savaient plus où être. Masra avait pris un peu d'avance sur ce sujet. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Mahamat Idriss Déby Itno, lui, serait capable d'aller plus loin. Masra pensait que malgré tout au Tchad, c'est toujours lui qui conserverait la palme d'or de l'audace envers la présence militaire française, puisqu'il avait osé traiter cette présence militaire française de présence militaire de sans domicile fixe errant à travers l'Afrique. Oh que non! Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, général encore, avant même d'être maréchal, ordonne à son ministre de la Défense de publier le décret. Et de lire en Mondovision la décision d'ordonner le départ des troupes françaises. Ce jour-là, Masra Amer va pondre une succession de tweets, une succession de textos indiquant son désarroi. Il ne savait pas que Mahamat Idriss Déby Itno allait lui mettre 3-0. Et ça, c'était 3-0. Car, pour une opposition politique qui se prétend relativement panafricaniste, se faire damer le pion de cette façon, par un pouvoir issu du colonialisme et du néocolonialisme français, ça c'est le summum de la médiocrité en politique. C'est-à-dire que c'est celui qui est héritier d'Idriss Déby Itno, héritier du néocolonialisme français. C'est lui qui dit à l'armée française, va chez toi. Alors que celui qui dit, je suis le grand opposant, je suis le grand opposant, je suis le leader serviteur, je suis le leader serviteur, il n'a jamais été capable de faire un meeting où il dit à l'armée française, pliez bagage. Dès que moi j'arrive au palais, vous partez. Vous avez vu? Donc, Mahamat Idriss Déby Itno a bien noté, après ce 3-0 extraordinaire infligé à Masra, que j'ai appelé depuis lors échec. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais c'est un nom que je lui ai donné en raison de ses ratés politiques majeurs. Mahamat n'a pas aimé quand même le fait que l'élite française et américaine ait voulu lui opposer et le mettre en rivalité avec succès Masra. Il n'a pas aimé ça. Et donc, il attendait une occasion de clarifier ce problème et de leur dire, nous sommes au XXIe siècle, vous ne pouvez pas continuer à nous imposer qui fait quoi chez nous. Même si moi-même, je me suis imposé par la force, mais ce n'est pas vous qui allez m'imposer Masra. Bon, ça c'est le 3e point. Il y a un 4e point qui est extrêmement important. C'est que le général et maintenant désormais maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a une lecture stratégique de la carte de l'Afrique. Il regarde ce qui se passe autour de lui. Il regarde à droite, à supposer qu'il soit debout en N'Djamena et qu'il regarde maintenant vers le nord de l'Afrique. Quand Mahamat regarde à droite, il voit le Soudan qui est en guerre. Et au Soudan, il y a une guerre qui oppose deux camps, Al-Burhan et Hemeti. Lui, le président Mahamat Idriss Déby Itno, est proche de Hemeti. Et il se rend compte que si jamais Hemeti doit perdre la guerre au Soudan, c'est-à-dire qu'il va y avoir une colonne d'ennemis qui va passer par le Soudan pour venir l'assaillir en N'Djamena. Ça, c'est un. Il dit, Mahamat dit, Kai, la frontière avec le Soudan, ça ne s'amuse pas. Il se retourne, il regarde au sud du Tchad. Il voit Touadéra qui est soutenu par son alliance avec la Russie. Les soldats russes qui, désormais, eh bien, font obstacle à la prédation du néocolonialisme français en Centrafrique. Il dit, la frontière sud, ce n'est pas facile. Mahamat se retourne, il regarde la Libye, et il voit qu'en Libye, les deux forces du monde occidental sont présentes. Le bloc de l'OTAN
et le bloc russo-chinois, turc, iranien est présent. Il dit, Mahamat, frontière nord, ce n'est pas facile. Il se retourne, il regarde maintenant à l'est. Il regarde maintenant à l'ouest, pardon, à l'ouest du Tchad. Et là, il tombe sur la frontière nigérienne où Mohamed Bazoum vient de tomber. C'est le président Tchani et le CNSP qui gouvernent. Et l'alliance dominante là-bas, c'est l'alliance de l'AES qui se prolonge au Burkina et au Mali. Tout le Sahel que lui, il connaît, dans lequel il a combattu, a basculé du côté du monde multipolaire des souverainistes panafricanistes. Mahamad dit, à l'Est, ça ne s'amuse pas. Tout a changé autour de moi. Maintenant, il se retourne, il regarde le Nigeria et le Cameroun. Deux pays essentiellement instables. Le Cameroun qui va connaître une succession extrêmement périlleuse, avec le risque qu'un général, eh bien, soit France-africain, soit révolutionnaire, soit un héritier tout aussi en danger, Franck Biya, se retrouve à la tête de ce pays qui va être en ébullition. Il dit, Mahamat, du côté même du Cameroun, ça ne va pas être facile. Et hop, il regarde le Nigeria où, et bien sûr, il y a le débrouillard de Tinubu qui est au pouvoir et qui à tout moment va être tombé. Il sera surpris dans son sommeil et déposé de la tête de l'État du Nigeria. Donc, Mahamat se rend compte que le monde a changé autour de lui. Et que la vraie garantie pour la durée de son pouvoir, c'est que lui puisse s'immerger dans la dynamique panafricaniste. Et qu'il passe des alliances avec les grandes puissances du monde multipolaire, comme la Russie, comme l'Iran, comme la Chine, et en fait qu'il est temps de changer. S'il ne change pas, il va y passer plus facilement. S'il ne change pas, il va y passer plus facilement que s'il change. Ça, c'est la quatrième raison que j'ai appelée la raison géopolitique, géostratégique. Il comprend que c'est dans le panafricanisme qu'il peut se racheter. Enfin, il y a une cinquième raison pour laquelle il a pris cette décision de demander le départ de l'armée française. Mais en réalité, le départ de l'armée française lui permet d'inscrire positivement son nom, lui, dans l'histoire de l'Afrique en général et du Tchad en particulier. Et Mahamat Idriss Déby Itno est attentif à ce problème. D'autant plus que son père et lui ont uniquement jusqu'ici inscrit leur nom dans les livres d'or de la violence, du sang versé, de la brutalité, de l'emprisonnement des Tchadiens, de la traque des Tchadiens. Il se dit, comment je vais pouvoir faire pour ne serait-ce que soulager, alléger le karma qui est sur moi. Le karma que mon père a laissé là. Avec tous les ennemis que mon père s'est fait et qui sont devenus nos ennemis. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer à réduire ce karma? Il dit, je peux inscrire mon nom dans l'histoire du Tchad comme celui qui a demandé le retrait des troupes françaises et des troupes américaines de notre sol. Je peux le faire. Même si je meurs après, mon nom est grand. Et il a même fait le calcul que il peut, par là, avoir un nom plus grand que celui de son père. Feu le maréchal Idriss Déby Itno. Parce que son père, qui était très critique envers le néocolonialisme français et l'impérialisme à la fin de sa vie, son père n'a jamais eu le courage de prendre publiquement la décision que lui, il a prise. Mahamat Idriss Déby Itno dit, je vais peut-être mourir, mais au moins il sera dit que moi, le général puis maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, j'ai demandé à l'armée française de quitter le sol de ma terre, le sol de mon pays. Vous comprenez le sens de l'histoire? C'est pour inscrire son nom dans le sens de l'histoire. Voilà les raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Mais vous savez, il a pris cette décision, mais il est tout à fait conscient que cette décision va engendrer des conséquences. Pourquoi? D'abord parce que ceux qui sont victimes de cette décision, à savoir la puissance néocolonialiste française, la puissance impérialiste américaine, vont chercher tous les moyens de le punir. Quelle que soit la manière dont le président, maréchal, Mahamat Idriss Déby Itno va vouloir flatter la France et les États-Unis, il faut qu'il écrive dans son carnet. Ils chercheront à me punir d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui ont eu la même audace que moi dans l'histoire ont été payés en monnaie de singe. Donc, il peut choisir de les flatter. Hein. Attention, nous ne voulons pas interrompre la coopération avec vous sur d'autres domaines. Attention, nous restons des amis, nous sommes des frères. Attention, ça ne concerne que les questions militaires, mais pour le reste, ça continue. Pour eux, il y a une ligne rouge qui a été franchie.
Et lui, Mahamat Idriss Déby Itno, est dans leur liste rouge. Mais voilà des gens qui t'inscrivent dans leur liste rouge pour moins que ce que Mahamat Idriss Déby Itno a fait. Moi, je n'ai jamais porté une arme. Moi qui suis devant vous, je n'ai jamais porté une arme. Je n'utilise que la pensée, la parole, la plume et l'image. Mais ils m'ont classé terroriste. Ils m'ont classé S. Un écrivain, un philosophe, un penseur, quelqu'un qui éveille par la parole, par la pensée, par la réflexion critique, ils disent qu'il est dangereux. Mais combien de fois quelqu'un qui dit et obtient que l'armée française quitte son pays? Quelqu'un qui fait partir les avions militaires français de leur base au Tchad. Combien de fois lui? Je demande au président Mahamat Idriss Déby Itno de savoir que lui, moi, ils m'ont mis dans leur liste rouge. Mais lui, il est dans la liste écarlate. Écarlate. Écarlate, ça dit plus rouge que rouge. Trop rouge. Il est dans la même liste que les Saddam Hussein. La même liste que les Kadhafi. Il est dans la même liste que les Bachar el-Assad. Il faut qu'il sache que ces gens-là ont décrété que lui, là, Mahamat Idriss Déby Itno, fait partie de l'axe du mal. Il fait partie de l'axe du mal. Il faut même pas, il faut pas que quelqu'un aille lui mentir en N'Djamena. Que ce qu'il a fait rigoler les chancelleries occidentales. Non! Sa catégorie, lui, là, c'est qu'il fait partie de l'axe du mal. Quand ils te mettent dans l'axe du mal, ton cas est pire que les gens qu'ils ont fichés S. Vous comprenez? Et ils ont l'intention de te traiter comme ils ont traité Kadhafi, comme ils ont traité Saddam Hussein, comme ils ont essayé de traiter Bachar el-Assad. S'ils avaient trouvé Bachar el-Assad à Damas, ils l'auraient pendu. Ils l'auraient pendu. Vous avez vu comment ils ont pendu les membres de sa famille? Vous avez vu? Ils sont allés même chercher le cadavre du père Assad, Hafez el-Assad, pour le brûler. Ce sont leurs rituels. C'est ce qu'ils ont fait à Bagdad. C'est ce qu'ils ont fait à Tripoli. C'est ce qu'ils veulent faire en N'Djamena. Dites ça au maréchal président. De ne pas s'endormir sur ses lauriers de maréchal président. De ne pas trop y croire. Le plus dur commence pour lui. Le plus dur commence pour lui. Parce que dans l'histoire du Tchad, qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait à Rabat. Les mêmes là. Rabat. R-A-B-A-H. Rabat qui se battait pour la libération du Tchad. De tout le territoire du Kanem Bornou. Ils l'ont tué, ils ont mis sa tête sur un piquet et ils ont promené sa tête coupée sur un piquet dans toutes les circonscriptions tchadiennes pour impressionner les populations. Ça, c'est leur méthode. C'est une méthode typiquement barbare. Et il ne faut pas que le président tchadien se fasse d'illusions sur les intentions de ceux qui se sentent blessés par sa décision. Parce que pour moins que cela, ces gens-là voient rouge. Bon. Conséquence. Il va y avoir une tentative de modifier l'équilibre des forces à toutes ces frontières. On va essayer de soutenir à la frontière Est. On va essayer de soutenir le groupe de Al-Burhan contre le groupe que soutient Mahamat, le groupe de Hemeti. On va essayer de soutenir. Autrement dit, on va essayer de créer les conditions d'une rébellion qui déferle sur N'Djamena à partir de la frontière Est. Écrivez ça. Ça, c'est un. Deux. Au lac Tchad, là où il a mené l'opération Haskanit, ce n'est pas fini. Ils vont se réorganiser et attaquer. En partant du nord du Cameroun, où ils sont à nouveau signalés, en pleine activité, et du Nigeria, où Tinubu a décidé de leur accorder des facilités. Le Niger vient de s'en plaindre. Donc, il faut s'attendre à un front qui va venir de là. Un front qui va venir de la zone du lac Tchad. Là où, précisément, l'armée tchadienne a subi de terribles revers avant de lancer l'opération Haskanit. On remonte, on va en Libye là-bas. En Libye, la situation n'est pas stabilisée. Il y a d'un côté Khalifa Haftar et de l'autre côté le gouvernement de Tripoli, qu'on appelle le CNT. Eh bien, ils vont essayer de trouver, dans l'un ou l'autre des bords, celui qui accepterait de soutenir la descente d'une violente colonne depuis la Libye. Il faut attendre ça. C'est inévitable. Le front nord va s'allumer. Le front nord va s'allumer. Il va s'allumer sérieusement.
D'accord? Voilà. Donc, enfin, à l'intérieur même de l'appareil d'État tchadien, ils vont tout faire pour activer leur dernière poche vivante, pour tenter d'étouffer dans l'œuf l'envol du désormais maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Voilà la situation dans laquelle il est. Mais il faut ajouter à cela que vous allez observer que le Tchad va entrer dans des difficultés financières dans les prochains jours, si ça n'a commencé. Les décaissements de ces fonds souverains vont commencer à être retardés. Les complications au niveau de ces importations vont commencer à s'afficher. On va tenter de l'asphyxier financièrement, de créer une ébullition du front social pour que les grèves amènent à la chute du régime. Et là-dedans, et bien sûr, on n'hésitera pas à tenter d'instrumentaliser une partie de l'opposition. Notamment, on tentera d'instrumentaliser le plus aigri de tous, celui qui croyait que Kinshasa lui avait donné la présidence de la République du Tchad. Vous allez voir comment il va se positionner et comment il va être soutenu par ceux qui voulaient l'utiliser simplement pour chatouiller le maréchal Idriss Déby Itno, mais qui maintenant vont vraiment essayer de l'utiliser pour le provoquer. Est-ce que c'est clair? Ébullition du front interne à prévoir. Voilà. Maintenant, comment le président Mahamat Idriss Déby Itno peut-il faire face à ces menaces? Je reprends les idées que je lui ai exposées publiquement depuis quelques semaines. Il peut faire face à ces menaces, premièrement, en passant une alliance courageuse avec l'Alliance des États du Sahel. Pas forcément même en adhérant, mais ils peuvent passer une alliance. Il y a déjà une confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le Tchad a tout intérêt de passer un traité de coopération avancée avec l'AES. À défaut de se préparer et de hâter la mise en accord des segments entiers de son système politique afin de participer à l'Alliance des États du Sahel. Comme ça, on aura une super alliance des États du Sahel qui va vraiment progressivement se rapprocher de Djibouti, un autre coin qu'il faut libérer. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Première solution. Deuxième solution, renforcer son alliance avec les grandes puissances du monde multipolaire. Le Tchad n'a pas le choix. Hein. Contrairement à ce que dit M. Koulamala, qui semble ne pas avoir compris qu'ils ont franchi la ligne rouge et qu'à Paris, leurs noms sont écrits avec l'encre écarlate, vous êtes obligé de renforcer vos relations avec la Chine, avec la Russie, vos relations avec l'Iran, vos relations avec le Venezuela. Vous êtes obligé, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une option. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne vous renforcez pas de ce côté, vous ne trouverez pas suffisamment de solidité pour faire face aux bourrasques qui se préparent contre vous. Tout comme en Afrique, un plus grand renforcement avec des pays comme l'Angola, comme le Zimbabwe, comme l'Afrique du Sud, en plus des pays de l'AES, s'impose. Un très grand renforcement aussi avec l'Éthiopie, où il y a un gouvernement qui peut comprendre amplement la cause que défend le Tchad. Il faut chercher des gouvernements qui ont des postures souverainistes et passer crânement avec eux de bons accords. N'est-ce pas? Et ce travail-là, M. Koulamala doit quitter la langue de bois dans laquelle il a été formé en tant que diplomate francophone, donc de l'école parisienne, pour parler une langue claire. Et pour cela, qu'il se mette à l'école du grand ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop du Mali. Qu'il voit comment parle Abdoulaye Diop. Qu'il se mette à cette école-là, ça lui suffira bien. Qu'il voit comment a travaillé à la meilleure époque possible, sa sœur, la ministre centrafricaine Sylvie Baipo-Temo, quand en Centrafrique, le souffle de l'espoir soufflait encore. Qu'il regarde comment travaille la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, une grande femme, une grande africaine que je salue. Monsieur Koulamala doit faire l'effort de cesser de nous couler des phrases qui sont des circonlocutions et qui nous font tourner autour d'un amas de vérités non dites. Là maintenant, c'est la diversification de la diplomatie tchadienne qui s'impose. Si vous ne voulez pas être surpris le matin par l'obligation de courir à Kousséri. Pour l'anecdote, Kousséri, c'est la ville camerounaise qui fait face au Tchad. Il y a juste le fleuve. Je crois que c'est le Logone qui coule entre les deux villes.
Quand ça chauffe en N'Djamena, nous on traverse directement à Kousséri et puis on regarde les événements. Si vous ne voulez pas être obligé de courir à Kousséri, diversifiez les relations diplomatiques du Tchad et assumez vos choix. Je ne dis pas qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec la France, ça n'a aucun sens. Mais il faut diversifier les relations diplomatiques. Et il ne faut pas vous en cacher. Et il ne faut pas faire comme si c'est une faute. Ce n'est pas une faute. C'est un devoir pour protéger le peuple tchadien. J'en viens aux questions de politique interne. Le président Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal, ne pourra pas s'en sortir s'il n'ouvre pas le chantier de la réconciliation à travers la vérité, la justice et le pardon. Et la réparation et le pardon. Si ce dossier n'est pas ouvert, il n'aura pas un soutien suffisant de son peuple pour résister aux assauts des prédateurs. Il risque de se retrouver dans l'isolement qu'a connu ces derniers temps Bachar el-Assad en Syrie. Faute d'avoir pu accélérer la réconciliation avec son peuple, avec ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui ont perdu leur liberté dans des prisons injustes, ceux qui ont été spoliés de leurs biens, ne pas être en mesure de redonner confiance dans le Tchad, à toutes les Tchadiennes et à tous les Tchadiens qui souffrent encore de privations injustes de leur liberté, de contraintes injustes à l'exil. Ne pas ouvrir un espace pour un Tchad commun, c'est l'erreur majeure qui conduit au résultat le plus fatal. On peut avoir tout le soutien international, on peut avoir toutes les alliances qu'on veut, si on n'a pas amplement, largement rassemblé, comme Tiani le fait au Niger, comme Traoré le fait au Burkina, ou comme Assimi Goïta le fait au Mali, son peuple avec soi, on ne peut pas tenir. Voilà pourquoi il y a des dossiers terribles. Il y a des morts atroces, abominables, condamnables, qui doivent être l'objet d'une démarche judiciaire et d'une démarche de réparation et d'une demande de pardon et d'une demande de réconciliation, une démarche de réconciliation et de grâce pour sauver le Tchad. Le Tchad ne pourra pas être sauvé si une bonne partie de ce peuple continue d'être traité plus bas que des êtres humains dans son propre territoire. C'est une vérité que j'ai le devoir, en tant qu'intellectuel politique, de dire au président maréchal Idriss Déby Itno. Je la lui dis en mondovision, pour que les plus naïfs d'entre mes critiques ne se mettent pas à penser que « j'ai été acheté par le général Mahamat Idriss Déby Itno, voilà pourquoi je lui trouve des qualités. » Non. Je me positionne du point de vue de la responsabilité que nous avons envers l'histoire africaine. Il a obligation d'ouvrir le chantier de la justice, de la vérité, de la réparation, le chantier de la réconciliation et du pardon. Ça sera le chantier par lequel il va obtenir plus que son grade de maréchal. Enfin, il y a un troisième chantier qui, lui, ne peut pas attendre. Le Tchad est un pays immensément riche. Et plusieurs Tchadiens sont individuellement détenteurs de fortunes énormes. Il faut donner au peuple tchadien, qui n'est pas si nombreux que cela, sur cet immense territoire. Il faut lui donner une qualité de vie. Le peuple tchadien mérite d'avoir de bonnes écoles, de bons collèges, de bons lycées, de bonnes universités. Il mérite d'avoir de bonnes routes, de bons dispensaires, de bons hôpitaux, de bons aéroports. Ce peuple mérite d'avoir un cadre de vie exemplaire parce que sa terre est riche. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a la responsabilité d'offrir au Tchad un développement endogène. Parce que si les gens vivent dans de meilleures conditions, il leur est plus aisé de pardonner à ceux qui leur ont fait du tort que quand ils vivent dans la misère et en même temps dans le mépris. Voilà les idées que je voulais agiter ici. Mais il y a un dernier point sur lequel je veux répondre. Pourquoi je l'appelle, après avoir été l'un de ses critiques les plus sévères, l'un de ses critiques les plus virulents, l'un de ses plus grands satires, pourquoi je l'appelle maintenant le maréchal président? Je me justifie. Ceux qui me connaissent savent que quand je critique un dirigeant africain, ce n'est pas parce que je le déteste personnellement. C'est parce que je combats sa politique. Quand un président africain change de politique, j'ai le devoir de reconnaître les changements qu'il opère,
de les saluer et d'orienter ma critique pour l'encourager à continuer d'autres changements. C'est cela le sens de la critique intellectuelle, de la critique politique responsable. Je critique Mahamat Idriss Déby Itno parce qu'il est héritier d'un pouvoir clanique et d'un pouvoir néocolonial. Mahamat Idriss Déby Itno prend une responsabilité historique, celle de demander aux troupes françaises et américaines de quitter le sol de son pays. J'ai le devoir intellectuel de dire c'est bien. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir que je ne vais pas être d'accord avec la décision juste et légitime qu'il a prise de demander à l'armée française de rentrer pacifiquement chez elle. Ceux qui me connaissent savent que ma critique évolue avec les transformations de celui que je critique. On va prendre un autre exemple, l'exemple des dirigeants du Sénégal. Moi, j'ai été leur partisan quand ils étaient dans l'opposition. Quand ils sont arrivés au pouvoir et qu'ils ont commencé à renier certains de leurs engagements, je suis devenu un de leurs critiques. Mais si Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko, redresse le tir, comme il semble essayer de vouloir le faire sur un certain nombre de questions, pourquoi je n'aurais pas le devoir de dire oui, c'est ce que nous voulions, c'est ce que nous avions compris, c'est cela le contrat moral que vous aviez signé avec le peuple sénégalais, avec le peuple africain. À partir du moment où vous revenez aux fondamentaux, nous ne pouvons que saluer le redressement de votre tir. C'est à cela que sert un intellectuel politique. Il ne sert pas à rejeter tout progrès véritable, tout progrès visible, tout progrès réel. Non. Un intellectuel politique est quelqu'un qui va pointer les défauts d'un système et qui, quand ces défauts sont remédiés, va le reconnaître et avancer dans la critique. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans le cas du président Mahamat Idriss Déby Itno, pourquoi il mérite le grade de maréchal? Mais s'il y avait même un grade supérieur dans l'armée, moi je serais pour qu'on le lui donne. Mais parce qu'il est, depuis pratiquement 1970, au Tchad, le premier Tchadien à demander à l'armée française de se retirer. Le premier président tchadien. Depuis, je pense, le temps de Félix Maloum, il est le premier. Et avec cette armée tchadienne où il y a des milliers de généraux, comment on va distinguer celui qui a pris sur ses épaules la responsabilité de faire partir les troupes néocolonialistes et impérialistes? Donc, personnellement, si j'étais son conseiller et qu'il m'avait dit est-ce que c'est bien que je prenne le grade de maréchal, je lui ai dit, président, vous pouvez vous en passer. Ça va être très mal perçu. On va penser que vous êtes à la course aux honneurs. Vous n'en avez pas besoin. Regardez, quelques-uns des plus grands officiers qui ont libéré ce continent n'avaient pas besoin de tout ça. Mais enfin, vous avez une armée où il y a tellement de généraux que comment on va distinguer, eh bien, le chef suprême de l'armée des autres. Ils sont des milliers de généraux dans l'armée tchadienne. Par ailleurs, vous venez de poser un acte historique. Bon, si on reconnaît que c'est un acte historique de grande ampleur, vous prenez le grade de maréchal, ça fait quoi? Bon, qui d'autre doit prendre alors ce grade au Tchad? Si quelqu'un doit prendre ce grade de maréchal, bon, prenez-le. Pour ma part, le fait qu'il prenne ce grade de maréchal n'était pas nécessaire, mais ce n'est pas non plus un scandale. S'il est maréchal, ça fait quoi? L'avantage que Mahamat Idriss Déby Itno soit maréchal, c'est qu'il ne pourra plus avoir un grade supérieur. Bon, certains disent qu'il va être empereur. Bon, après empereur, il va être quoi? Il y a toujours un moment où tu dois arrêter, non? Quand il sera empereur, il va se faire proclamer quoi? Dieu du Tchad. Dieu du Tchad. Bon, quand il aura fini de se faire proclamer Dieu du Tchad, il sera encore bloqué, il aura un problème d'avancement. Donc, pour ma part, j'ai fini par me faire une raison. Même si je ne suis pas partisan de la course à la gloire. Je me suis dit, mais, enfin, quand même, bon, il y a trop de généraux au Tchad. S'il est maréchal, ça lui permet de se distinguer des autres généraux. En tant que chef suprême des armées, ça a une certaine logique, ça fait une pyramide correcte, un peu comme au Mali. Le président Assimi Goïta est général, il est général d'armée, et en bas de lui, il y a les généraux de corps d'armée, en bas des généraux de corps d'armée, les généraux de division, en bas des généraux de division, les généraux de brigade. Voilà. Tout ça a pour but, quelque part, de réorganiser, réarranger la structure de l'armée. Mais moi, je suis quand même pas fâché contre Mahamat Idriss Déby Itno parce qu'il devient maréchal. Parce que je suis content qu'il ait le courage de prendre une décision que toute l'Afrique souveraine demande aux dirigeants africains. Je suis content qu'il ait été capable de damer le pion à son opposition. Masra, qui se présentait comme son principal opposant, n'était pas allé aussi loin.
Quand il était Premier ministre, est-ce qu'il a déposé un projet de retrait des bases militaires françaises sur la table du président de la République? Non, il n'osait pas. Parce qu'il pensait qu'il devrait la suite de sa carrière politique au soutien de Paris et de Washington. N'est-ce pas, Masra? Mais il s'est fait damer le pion par quelqu'un qui lui-même, lui aussi, a bénéficié du soutien de Paris et Washington. Mais qui dit, bon, vous partez quand même de mon pays. En tout cas, vous enlevez vos armées de mon pays, quoi qu'il arrive. Vous partez. Donc, pour moi, le fait qu'il utilise désormais le grade de maréchal, ça ne me choque pas, d'autant plus que c'est un grade de l'armée. J'ai dit à beaucoup de mes amis tchadiens, un peu aigris par cette progression fulgurante du général Mahamat Idriss Déby Itno, je leur ai dit, mais laissez-le. Maintenant qu'il est donc maréchal, il ne peut pas être autre chose de plus. Ils m'ont dit, bon, il va être empereur. Je leur ai dit, mais s'il devient empereur, il va encore être quoi? Vice-dieu? Bon, s'il devient vice-dieu, est-ce qu'il finira par dire, moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis Dieu? Non, laissez-le. Maréchal, ça ne fait rien. Ça ne nous enlève rien. Moi, personnellement, c'est un grade qui ne m'impressionne pas. Les grades ne m'impressionnent pas. Ce qui m'impressionne, c'est l'œuvre de celui qui les porte. Bon, si au moment où il demande le retrait de l'armée française, il accède au grade de maréchal, pour moi, ce n'est pas une mauvaise coïncidence. Et puis, ce sont les grades de son pays. À qui on doit donner ça? À qui on doit donner ça? Bon, on a vu quelqu'un qui a couru jusqu'à Kinshasa et qui a accepté de signer n'importe quoi pour devenir Premier ministre. Pourquoi les gens qui critiquent le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno ne critiquent pas de la même façon Masra, qui lui, pour un plat de lentilles, est devenu Premier ministre pour quelques mois parce qu'il fallait être Premier ministre avant de mourir. C'est le même esprit. La politique, là, ça crée un appétit du pouvoir, ça crée un appétit de la gloire, et ce n'est pas seulement chez les gens qui sont au pouvoir, même ceux de l'opposition. Il y a des gens qui sont là, ils veulent être Premier ministre avant de mourir. Même si c'est pour 2 minutes, ils veulent l'être. J'ai vu quelqu'un ici à Paris qui a tout fait pour être Premier ministre, pour rien. Il est coincé maintenant. Il ne sait même pas quel gouvernement il va faire. François Bayrou, le roi du flou. Et il fallait voir Masra, quand il avait été nommé Premier ministre, comment il courait partout pour se montrer comme Premier ministre. Il est venu ici rencontrer un autre éphémère Premier ministre. Il est venu rencontrer Gabriel Attal et il fallait voir les gars dans leur jolie veste à Paris, comment ils marchaient. Masra à Paris, mais il était sapé, on dirait, le maréchal des premiers ministres. Masra à Paris, avec son ami Attal, il fallait voir comment Masra croisait ses pieds là quand il était Premier ministre. Tu disais, hey, le gars est arrivé. Le gars est arrivé. Alors qu'il y avait une longue peau de banane qui lui était tendue par le président Mahamat Idriss Déby Itno, qui allait de Paris à Bangor, qui allait de Washington à Bangor, qui allait... Mais c'est pas possible. Il t'a wash le gars. Dès que le type est revenu, il l'a fait monter sur la peau de banane et il l'a poussé. Ta. Bon. Donc, eux tous là, lui comme son principal rival, comment il s'appelle, Masra Succès, bon, ils aiment le pouvoir. Ils aiment le pouvoir. Donc voilà comment je classe un peu cette affaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de la souveraineté tchadienne. Ce qui m'intéresse, c'est que le peuple tchadien soit réconcilié, que les cœurs soient apaisés, que les Tchadiens n'aient plus peur d'être tués parce qu'ils font de la politique. Parce que c'est un pays où faire la politique, c'est risquer sa vie. Est-ce que c'est normal, dans un pays aussi riche que le Tchad, où chacun peut avoir une opportunité pour vivre une belle vie, est-ce que c'est normal que tout le monde ait peur d'être tué? À commencer par le président. C'est-à-dire que le premier des Tchadiens dans l'ordre républicain a peur d'être tué en permanence. Et c'est le cas du plus petit des Tchadiens. Tout le monde a peur d'être tué. C'est un pays où la politique et la mort sont étroitement associées. Il faut bien qu'à un moment donné, on trouve une solution pour mettre fin à cela. Et l'une des causes de cette mortalité politique très élevée, mais c'était la manipulation néocolonialiste. Mais ce n'est pas la seule. Il faut que par un rituel d'acceptation de soi, un rituel de dépassement des clivages nord-sud, musulmans, chrétiens, Toubou, Zarawa, Goran, ethnie du sud, chrétiens, catholiques, protestants, traditionnels, il faut que la conscience panafricaine émerge au cœur du peuple tchadien, y compris par l'éducation politique, et que ceci favorise la réconciliation. Moi, je voudrais partager
l'espoir, le rêve d'un Tchad où les Tchadiennes et les Tchadiens n'auront plus peur d'être tués parce qu'ils s'intéressent aux affaires de leur pays. Il faut qu'on extirpe l'esprit de mort, l'esprit de crime, l'esprit de brutalité, de vengeance, de revanche. Qu'on extirpe cet esprit de la vie de cette nation. Et ce sera l'une des plus belles, des plus grandes, des plus nobles nations de la terre africaine. C'est mon espoir pour l'Afrique. C'est mon espoir pour le Tchad. Je tenais à le dire. Alors, nous allons évoquer maintenant un sujet qui me touche tout particulièrement, un sujet qui me plaît tout particulièrement. Allons au Niger. Allons à Niamey, allons à Agadez, allons à Zender, allons à Maradi, allons à Tawa, allons au Niger. Et disons, Inaouni au peuple nigérien tout entier. Cette fin d'année, généralement les mois de décembre au Niger, sont vraiment consacrés au grand championnat de lutte traditionnelle. Et la lutte traditionnelle au Niger est vraiment un événement qui, à mon avis, doit imprégner l'opinion, non pas seulement nationale du Niger, c'est déjà le cas, mais l'opinion africaine. Parce que j'ai perçu dans ce phénomène et dans cette pratique un très grand enseignement pour toute l'Afrique. Alors, d'abord, je commence par rappeler que la civilisation africaine étant la plus ancienne du monde, en fait, les sports, les activités sportives humaines ont commencé dans la civilisation africaine avant toutes les autres. Tous les arts de la lutte, que ce soit la lutte à main nue ou la lutte avec des armes, ont été pratiqués chez les négro-africains longtemps avant qu'ils ne soient pratiqués en Asie et en Europe, même en Amérique. On trouve dans les hiéroglyphes, on trouve dans les textes toutes les preuves d'une très longue tradition d'exercice physique et d'enseignement des exercices physiques qui est ancrée dans la culture des Noirs. Et la pratique traditionnelle la plus répandue dans toutes les sociétés négro-africaines, la pratique traditionnelle d'exercice physique la plus répandue dans toutes les sociétés négro-africaines, c'est celle de la lutte traditionnelle. On trouve dans toutes les langues négro-africaines un mot pour désigner la lutte traditionnelle. Et c'est un mot proprement africain. C'est pas comme football, handball, basketball. Vous voyez très bien d'où ils viennent. Le football, le handball, le basketball, etc. Même si ils ont pu être inspirés par des arts qui étaient déjà pratiqués justement par les Africains. Dans ma langue maternelle, le Bassa, on appelle la lutte traditionnelle Massing ou encore Lissing, c'est-à-dire l'art de se soupeser, de se mesurer par rapport à l'axe de la Terre. L'art, littéralement, de s'affronter sur l'axe de la Terre, Massing. L'art de tenter de faire basculer l'autre hors de l'équilibre de l'axe de la Terre, Lissing. Et je vous invite, chacun à bien vouloir me mettre sous cette conférence le nom que la lutte traditionnelle a dans votre langue maternelle, pour ceux qui parlent les langues africaines. Je serais très heureux de découvrir les différents noms. Et vous serez d'accord avec moi que ce sont des noms typiquement africains. Du coup, en fait, la lutte traditionnelle doit être au cœur de l'éducation des jeunes africaines, des jeunes africains. Parce qu'elle peut être un moyen de leur faire comprendre ce que ressentaient, ce que vivaient leurs ancêtres les plus lointains, qui ont inspiré tout le mouvement sportif planétaire. Alors, j'ai noté un certain nombre de caractéristiques de la lutte traditionnelle. Et j'en ai trouvé 7 que je voudrais commenter. En guise de contribution à cette période culturelle au Niger. Et j'invite nos amis de la radio-télévision nigérienne qui me font parfois l'honneur de prendre certains extraits de mes conférences. Je les invite à se servir abondamment. Je voudrais bien que cet extrait soit mis à contribution dans le cadre de la semaine culturelle qui se déroule au Niger. Alors, la lutte traditionnelle, elle a, à mon avis, 7 vertus essentielles. La première vertu, c'est que c'est un exercice physique utile à la santé du corps et de l'âme. Le corps, cet instrument, cet outil naturel que la terre, que Dieu nous a donné,
pour vivre dans le monde de la matière, a besoin d'être exercé pour être maintenu en bonne forme. Donc, l'exercice de la lutte a la particularité qu'il suppose une mobilisation de toutes les parties du corps. Le lutteur utilise sa tête, il utilise son cou, il utilise ses épaules, il utilise ses bras, il utilise son thorax, il utilise ses reins, il utilise son fessier, il utilise ses cuisses, il utilise ses genoux, ses hanches, il utilise ses jambes, ses chevilles, il utilise ses orteils et ses doigts, le lutteur. La lutte est un sport total qui mobilise la totalité du corps. Et voilà pourquoi c'est un sport exténuant. Et par conséquent qui requiert une capacité énorme de renouvellement d'énergie. Le lutteur est quelqu'un qui se renouvelle vite. Parce que la dépense d'énergie qu'il y a dans une minute de lutte, elle est énorme. Elle est puissante, elle est massive. Mais la lutte est également utile à l'âme, au sens où, comme le disait Aristote, elle la permet de se soulager, de se purger de ses passions. La lutte a une vertu de catharsis. Le lutteur se libère en luttant. La lutte soulage l'âme. Elle permet à celui qui la pratique d'avoir une souplesse d'esprit, d'avoir un esprit allégé, un esprit apaisé dans son corps. Mens sana in corpore sana. Un esprit sain, S-A-I-N, dans un corps sain. Ça, c'est la première vertu de la lutte traditionnelle. C'est une école de santé. C'est une école d'hygiène. Et donc, apprendre aux enfants, inscrire les enfants dans les clubs, les associations de lutte traditionnelle, c'est une bonne chose. Alors, moi, j'ai l'occasion de le voir ici en Normandie, où j'habite, avec ma famille. Non pas parce que j'ai pu trouver un club de lutte traditionnelle, il n'y en a pas ici à ma connaissance, mais il y a un sport qui est très proche de la lutte traditionnelle et qui est en fait un emprunt à l'Afrique, c'est le judo, le sport japonais. Et ma petite fille Emma, qui est au salon là-bas, pratique le judo depuis cette rentrée. J'ai eu l'occasion de voir tout le bien que la pratique de ce sport fait aux enfants. Quand vous les amenez à la salle de judo, ils sont habillés en kimono, ils rangent leurs babouches et leurs bouteilles d'eau à côté du tatami. Ils savent qu'il ne faut pas monter sur le tatami avec leurs chaussures. Et quand les enfants arrivent, le maître de judo n'a pas encore parlé, mais ils savent que ce qu'ils doivent faire d'abord, c'est un défoulement pas possible. Ils courent sur le dojo dans tous les sens. Mais à un moment donné, le maître les appelle. Et c'est là que vous voyez qu'ils ne peuvent pas pratiquer le judo sans une discipline. Le maître les appelle et les recentre autour de lui. Leur explique le but de la séance du jour. Leur rappelle les mots d'ordre. Quand le maître dit « Hajime », c'est-à-dire « passez dans l'action », agissez. Quand le maître dit « matez », c'est-à-dire « arrêtez-vous », les enfants apprennent ça. En moins de 3 mois, les plus distraits d'entre les enfants, les plus turbulents, les plus difficiles à gérer, savent le faire. Et donc, le maître leur apprend à gérer leurs énergies, à dépenser leurs énergies, et ensuite, il leur apprend à lutter. Parce que vous savez très bien que le judo, c'est le fait que les combattants s'accrochent sur le kimono et que chacun mesure son camarade. Et chacun se mesure en se mesurant à son camarade. Je ne connais pas, en dehors de la lutte traditionnelle, telle qu'elle se pratique d'ailleurs partout dans le monde, autre chose que le judo qui soit aussi proche de ce que font les lutteurs. Et je vois les vertus de la pratique de ce sport chez l'enfant, puisqu'elles lui permettent, la pratique de ce sport lui permet de gérer son énergie, de la dépenser, de respecter l'autre, de respecter les règles, tout en étant capable de mobiliser sa spontanéité, sa créativité, sa puissance. C'est énorme ce qu'on apprend là. Et voilà pourquoi il y a une deuxième vertu de la lutte traditionnelle. C'est un duel où chacun éprouve ses propres limites, en éprouvant celles d'autrui. La lutte traditionnelle apprend à chacun que lutter, c'est se surmonter. Lutter, c'est se dépasser. Donc, c'est la rencontre avec l'obstacle. Mais l'obstacle, ce n'est pas seulement l'autre que je combats. L'obstacle, c'est aussi moi. La lutte traditionnelle est donc un exercice de dépassement de soi. Voilà par où c'est vraiment un exercice philosophique et un exercice spirituel. Le lutteur apprend à aller au-delà de ses limites habituelles. Mais en même temps, il apprend à affronter les forces et les faiblesses de l'autre. Affronter les forces de l'autre, chercher les faiblesses de l'autre,
eh bien, dépasser ses propres faiblesses et imposer ses propres forces. Il y a vraiment dans la lutte traditionnelle un véritable processus de transformation. Celui qui lutte, qui pratique la lutte traditionnelle, se transforme. Il transforme son caractère en un caractère de combattant, un caractère de lutteur, un caractère de résistant, un caractère de persévérant, d'endurant, de résilient, de dur à cuire, un caractère de rusé, mais de puissant. Troisième élément, par conséquent, c'est un exercice qui développe les facultés spirituelles, non pas seulement de celui qui pratique la lutte, l'acteur, mais aussi les facultés spirituelles du spectateur. Parce qu'en fait, autant celui qui pratique la lutte va développer la vigilance, le courage, il va développer la spontanéité, l'intelligence, l'audace, la force. Il va développer tout cela, mais si vous regardez les combats, ces qualités elles-mêmes passent en vous. Les spectateurs sont nourris, ils sont émus, ils sont transformés, ils sont galvanisés par les techniques, les phases tactiques et stratégiques de la lutte. Il y a vraiment une osmose entre l'estrade et l'arène, qui est quelque chose de magnifique. Quand vous êtes à Agadez, sur l'arène, ou dans une arène de Niamey, ou de Zender, ou de Tawa, vous avez l'impression d'être dans le sable de l'arène. Alors quand en plus, vous avez le faible comme moi, de parfois choisir un lutteur, votre lutteur préféré. Alors quand il est là, mon lutteur préféré, c'est toujours Nuhu Ousmane, dont je sais qu'il va perdre la moitié de ses combats, mais qui, en fait, malgré toutes les défaites, se relève toujours littéralement comme un vainqueur, et qui applique le principe de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, je n'échoue jamais, j'apprends toujours ». Nuhu Ousmane a ceci de particulier qu'il représente ce que j'appelle la philosophie fraternelle de cette lutte. C'est une lutte dans laquelle, en effet, et j'arrive là au quatrième point, c'est une lutte dans laquelle le but, c'est de célébrer la vie. La lutte traditionnelle célèbre la vie. Contrairement à certains arts martiaux qu'on va observer du côté de l'Orient ou de l'Occident. Des arts martiaux qui s'achèvent par l'élimination de celui qui a été battu. Le principe de la lutte traditionnelle, ce n'est pas de tuer l'autre. Mais c'est au contraire de le surmonter. La lutte traditionnelle ne se fait pas comme la boxe anglaise. Et c'est le côté par lequel je ne confonds pas la lutte traditionnelle nigérienne, par exemple, avec la lutte traditionnelle sénégalaise. Quand je regarde les phases de la lutte traditionnelle sénégalaise, j'y vois une agressivité qui peut donner à l'intérieur de l'arène une place à la mort. Alors que dans la lutte traditionnelle, telle que je l'observe dans les arènes du Niger, le véritable objectif qui est recherché, c'est la domination de la force par l'intelligence, c'est la domination, c'est la victoire de la force et de l'intelligence face à l'autre, non pas la destruction de l'autre. Il s'agit de se surmonter et de surmonter l'autre, non pas de le détruire. Donc la lutte traditionnelle nigérienne est vraiment un art de vie. Les deux lutteurs sont toujours vivants à la fin du combat. Bien souvent d'ailleurs, ils cèdent à se relever. Et celui qui gagne est félicité par celui qui a perdu. Je vois un sixième point dans la lutte traditionnelle, c'est qu'elle nous connecte vraiment avec la filiation ancestrale et les forces cosmiques. Alors, les lutteurs traditionnels du Niger arrivent tous avec tous les objets symboliques de leur clan, de leur famille, de leur ethnie. Les gens sont couverts d'amulettes, ils sont couverts de fétiches. Certains se sont oints avec les onguents les plus sacrés de leur tribu. Il y en a qui arrivent avec des attributs extrêmement impressionnants dans leur jupe de lutte. C'est juste incroyable. Chacun vient avec l'affirmation de la puissance symbolique du message des ancêtres. Alors, pour ma part, les objets fétiches que les gens portent sur eux ne sont pas puissants si les gens ne comprennent pas le sens de ce qu'ils portent sur eux. Les plus grands lutteurs sont ceux qui méditent sur chacune des amulettes qu'ils portent sur eux. Sont ceux qui, littéralement, incorporent ces objets physiques sur le plan symbolique afin de recueillir les forces psychiques, les forces cosmiques qui sont symbolisées par ces objets. Les grands lutteurs, leurs fétiches ne sont que des rappels de la source spirituelle de l'énergie humaine. C'est pas le fétiche qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le fétiche. Car celui qui a compris
la signification, la portée de son fétiche, eh bien, va véritablement en profiter. Alors que celui qui le porte simplement comme une parure, ou comme une menace, ou comme un chantage, ou comme une vantardise, il ne va pas en tirer le meilleur parti. Gare à la mauvaise compréhension des objets symboliques que la tradition, eh bien, donne aux lutteurs. Ces objets sont des messages. Ces objets sont des codes. Ces objets sont des mantras. Ce sont des méditations. Ce sont des invitations à aller puiser dans les ressources du monde invisible. Mais il faut que cet effort soit produit par le porteur des amulettes, par le porteur du fétiche, par le porteur du symbole. Si celui-là, eh bien, ne fait rien pour comprendre pourquoi il porte cela et qu'est-ce que cela a pour but de provoquer, eh bien, on voit souvent que l'effet est strictement nul. La lutte est en fait globalement un exercice de recherche de l'équilibre. L'homme à la recherche de l'équilibre du cosmos. L'homme qui utilise les forces du cosmos pour rester en harmonie, pour ne pas se laisser désaxer par l'autre. C'est le lutteur. Le lutteur est le combattant de l'équilibre. C'est celui qui ne veut pas être déséquilibré. C'est celui qui veut être toujours en relation avec l'axe du monde. Il veut se tenir. Il veut pouvoir tenir bon. Le lutteur est celui qui reste debout. Et en ce sens, c'est une vertu qui peut inspirer un peuple tout entier, notamment en matière de souveraineté, d'indépendance vraie. Enfin, j'ai noté un 7e point très intéressant de la lutte traditionnelle, c'est le potentiel d'activité sociale et économique dont la lutte traditionnelle, telle que je l'ai observée au Niger ou même au Sénégal, est porteuse. Il y a tellement d'activités autour de la lutte traditionnelle qui peuvent en faire un centre sportif intégral pour la société africaine et être l'occasion de la transmission de nos valeurs traditionnelles, de vérité, de justice, de solidarité, mais aussi d'enracinement dans la connaissance de la finesse de nos traditions. Voilà pourquoi, après cet exposé sur ce que j'appelle les 7 vertus de la lutte traditionnelle, telle que je l'ai observée au Niger, je me suis dit, bon, mais en fait, toutes ces vertus nous permettent aussi de comprendre encore mieux certains des grands textes de la tradition littéraire africaine que nous n'avons pas bien compris. Quand on a médité, du moins comme j'ai essayé de le faire, sur la lutte traditionnelle, eh bien, africaine, et sur l'importance que celle-ci devienne centrale parmi les activités culturelles et sportives africaines, parce qu'elle permettra mieux de véhiculer le patrimoine traditionnel, culturel de l'Afrique, eh bien, on se rend compte que, en fait, les vertus qui sont cultivées dans la lutte traditionnelle, ce sont des vertus